Bonjour amis téléspectateurs, chers internautes et auditeurs de la radio IFM. C'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe s'installe pour vous servir. C'est le troisième numéro de la semaine et nous sommes le 2 octobre. Le 2 octobre est un jour pas comme les autres parce qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la non-violence, une valeur universelle incarné par un homme exceptionnel. Il s'agit donc de Mahatma Gandhi, qui est lui aussi né le 2 octobre en Inde. Et comme il le disait si bien, il dit la non-violence est l'arme des forts. Alors, une citation qui nous invite donc à réfléchir à nos comportements, à nos manières de faire, à nos gestes, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos lieux de travail. Nous devons donc incarner la paix, c'est-à-dire que la paix doit commencer par chacun de nous. Et cette émission, tout au long de cette émission, vous allez remarquer que nous allons parler rien que de la paix, de la non-violence, ponctuée avec des chroniques et des capsules, mais sinon nous allons faire focus sur la non-violence, sur la paix. Vous allez voir des clips qui seront proposés, parlera de la paix, des capsules qui parlent de la paix. Le bien-être également aujourd'hui parle de la paix. Donc c'est une journée exceptionnelle, c'est une journée de la non-violence, c'est une journée de la paix. Et nous allons de ce pas commencer donc avec Kizito Mihigo qui nous chante le pardon avant de revenir donc sur ce plateau pour découvrir le menu de ce troisième numéro de la semaine. Et vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou encore laisser des messages sur le 63 08 41 77. On retrouve Kizito Mihigo et puis on se retrouve juste derrière. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'écrivain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui lègue cette union. La réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer
pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse son parfum qui vient du Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre c'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait de péché. Vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, dans l'Afrique et dans le monde entier. Vive le pardon. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre c'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive le pardon. Voilà, vive le pardon dans nos cœurs, dans notre pays, dans le monde entier, dans nos lieux de travail et pourquoi pas dans nos foyers. Vive le pardon pour que vive la paix, pour que vive la non-violence. Je rappelle que c'est la journée internationale de la non-violence. Donc voilà. Cultivez la paix, la non-violence, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Voilà. Une fois de plus, merci. Merci pour votre fidélité à ce programme quotidien. Ça ne fait que commencer sur le 3e numéro de la semaine, qui sera donc très, très spécial. On va parler de la paix, de la non-violence tout au long de cette émission à travers nos capsules, à travers des clips et puis on va recevoir également un invité sur ce plateau. Vous savez que c'est la rentrée scolaire, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis hier 1er octobre et à l'occasion de cette journée internationale de la non-violence, nous voulons dans ce numéro de votre émission e-matin parler de la non-violence en milieu scolaire. Vous êtes sans ignorer que dans les différents établissements, souvent on entend parler des violences par-ci par-là, des élèves qui viennent avec des armes blanches, des élèves qui se battent, des élèves ou des élèves, des lycéens qui tirent sur leurs professeurs, sur leurs maîtres, voilà, qui blessent leurs camarades, écoliers. En tout cas, il y a souvent trop de violence en milieu scolaire et à l'occasion donc de la journée de la non-violence, nous allons recevoir un enseignant pour parler de comment est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la non-violence en milieu scolaire. On recevra également notre chroniqueur Clément Abaïfouta pour donc parler de l'héritage politique. On va aller à la rencontre d'un homme politique. On va parler également carnet du leadership avec notre leader. Vous voyez que le menu est très bien préparé pour vous permettre de bien démarrer la matinée et de digérer ce contenu-là tout doucement, toute la semaine, toute la journée, pardon. Alors à présent, on va parler bien-être. On retrouve le professeur Ouroupou qui nous parle également de la paix. Protège ta paix. Avance.
malgré les jaloux. De nos jours, il existe des hommes et des femmes qui ne supportent pas de voir les autres s'élever. Pas parce que tu les as offensés, non, mais simplement parce que ton étoile leur brûle les yeux. Ils sourient avec toi, mais à l'intérieur, ils étouffent. Dès que tu franchis une marche, ils te classent parmi leurs ennemis. Mais pourquoi? Parce que ton aura leur rappelle leur propre vide. Avant, tu étais comme une maison inachevée. Ils pensaient que jamais tu ne dépasserais le seuil de ta fondation. Mais voilà que Dieu, dans sa grâce, ouvre une petite porte pour toi. Une seule porte. Et leur masque tombe. L'amertume, la jalousie, la méchanceté jaillissent. Sache-le, tu ne seras jamais aimé de tout le monde. Non. Certains ne te détestent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Ta lumière révèle leurs ténèbres. Ta destinée réveille leurs frustrations. Même au sein de ta famille, de ta communauté, dans tes cercles les plus proches, ces esprits malades existent. C'est ce que j'appelle l'école de la sorcellerie moderne. Ceux qui t'applaudissent en façade, mais prient pour ta chute en silence. Mais écoute ceci, quand ta lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. L'aigle ne se bat pas avec les corbeaux, il prend juste la hauteur. Et la rivière ne se trouble pas parce que les chiens aboient sur ses rives. Alors, ne t'arrête pas, protège ta paix, garde ton cœur pur, avance dans ta destinée. Ton étoile brillera toujours plus fort que leur haine, car ce n'est pas ton mérite qui t'élève, mais la grâce de Dieu vivant. Ton avenir est plus grand que leur aigreur. Ta destinée est plus lourde que leur critique. Ton étoile, inarrêtable. Alors, protège ta paix, c'est ton vrai trophée. Dieu t'a choisi, aucun homme ne peut t'éteindre. Ta lumière n'a pas besoin de permission pour briller. Ne perds jamais ton temps à éteindre les flammes de la jalousie, car elles ne consument que ceux qui les portent dans leur cœur. Ta mission est plus grande que leur murmure. Ton étoile est plus haute que leur calcul. Celui qui t'a élevé est fidèle pour te garder. Alors, avance avec assurance. Ton silence sera ta victoire. Ton progrès sera ta réponse. Et ta lumière sera ton plus grand témoignage. Quand Dieu décide de t'ouvrir une porte, personne, je dis personne, ni l'envieux, ni l'ennemi, ni même la famille qui doute de toi, ne peut la fermer. Brille, avance et laisse ta destinée parler pour toi. Protège ta paix, avance malgré les jaloux. Et voilà, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. J'espère que vous avez appris deux, trois choses de cet élément. Le professeur Ouroupou nous demande de protéger notre paix interne. Ce n'est pas parce que les gens vous humilient, ce n'est pas parce que les gens vous mettent les bâtons dans les roues. C'est tout simplement de la jalousie. C'est parce que vous êtes en train de monter et les gens sont contre vous. Voilà, dans la vie, c'est pas tout le monde qui va vous aimer, c'est pas tout le monde qui va aimer ce que vous faites, c'est pas tout le monde qui va aimer ou apprécier ce que vous faites, c'est pas aussi tout le monde qui va partager votre bonheur, votre joie. Il y a toujours des petits jaloux, des hypocrites qui sont cachés dans des petits coins là, qui font semblant, mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'avancer. Voilà, ce n'est pas ça qui va t'attrister, ce n'est pas ça qui va t'amener à baisser les bras, tu dois continuer. Il faut protéger ta paix interne. Il a dit, ta paix, c'est le trophée que Dieu t'a donné. La paix est très importante. Voilà, donc aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la non-violence, de la paix, il faut donc protéger ta paix. En protégeant ta paix, tu protèges également la paix dans ton environnement, de tes proches également. Donc la paix
fait du bien. Quand tu es en paix, c'est toute la maison qui est en paix. Quand tu es en paix, ce sont des gens autour de toi qui seront également en paix. Donc, il faut protéger ta paix. Ne laisse rien gâter ta paix. Ne laisse personne venir détruire ta paix. Voilà, j'espère que le message est passé. Vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Chat ou encore laisser vos messages sur le 63 08 41 77 pour faire un petit coucou, participer à l'émission, voilà, poser des questions, surtout à nos chroniqueurs qui vont se relayer tout à l'heure ici sur le plateau, chacun dans sa chronique. À présent, nous allons prendre donc les actualités d'ici et d'ailleurs avant de revenir donc pour poursuivre avec ce 3e numéro de la semaine. C'est dans le cadre de la présentation du rapport des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024 que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a organisé cette cérémonie. Le président du comité d'organisation, Dina Mikael, félicite l'équipe pour la réussite de l'organisation de cette réunion. Les réseaux de télécommunications du Tchad, s'il faut comprendre, traversent de nombreuses difficultés alors que le numérique est vraiment avancé de nos jours. L'Observatoire n'est pas une simple compréhension des chiffres, a laissé entendre le directeur général de l'ARCEP, Haliki Choua Mahamad. Il invite les agents du secteur de la communication à travailler d'arrache-pied avec le gouvernement pour la bonne marche du secteur. Cet événement, devenu désormais un rendez-vous majeur, constitue à la fois un exercice de transparence, un outil de pilotage stratégique et un levier de gouvernance éclairé. L'Observatoire n'est pas une simple compilation de chiffres. Il est le baromètre de la vitalité de notre secteur et la boussole de nos actions collectives. Faut-il le rappeler que l'Observatoire du marché des télécommunications dote les régulations d'une vision claire et actualisée de la dynamique sectorielle. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès sur les données fiables, leur permettant d'améliorer leurs efficacités opérationnelles et de renforcer la compétitivité. Dans sa présentation des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024, chef des services statistiques et observatoire du marché de l'ARCEP a mis l'accent sur le nombre d'abonnés de RTL Move Africa, mais aussi de Salam qui fait partie des réseaux du Tchad. Il faut dire que le secteur des télécommunications au Tchad compte 3 opérateurs de téléphonie mobile, à savoir RTL, Move Africa et Salam. Aussi un opérateur de téléphonie fixe. Il faut dire que certains fournisseurs d'accès à Internet ont du mal à pénétrer le marché et certains ont cessé d'exercer sur le marché. En 2024, le nombre d'abonnés du secteur s'est établi à 14 800 000 abonnés suite à une croissance de 9,2% par rapport à l'année 2023. Au cours de cette assise, certains participants n'ont pas manqué de poser des questions d'éclaircissement. D'autres ont apprécié l'organisation de cette cérémonie qui vise à booster les tarifs de l'ARCEP. À noter que les questions ont eu des éléments de réponse satisfaisants pour la bonne compréhension. لتحديد الصلاحيات والمهام المنوطة بشكل ترف والتنسيق المشترك من أجل تنمية مدينة الجمينة. ها هي البلدية المركزية تشرف على مناسبة التوقيع على الإطار التشاوري والمرسوم المشترك مع بلدية الدوائر العشرة للعاصمة الجمينة، ويعد هذا الإطار يأتي بعد 7 أشهر من انتخاب عمد البلديات المختلفة. هذا وفقا لعمدة بلدية الجمينة سنوسي حسن عبد الله، يمثل إطار التشاور والتعاون الموقع حديثا خطوة رئيسة إلى الأمام في توحيد الجهود الرامية إلى تضافر الإجراءات بين بلديات الدوائر والبلديات المركزية. وأضاف العمدة بأن هذا الإطار التاريخي يتماشى تماما مع رؤية رئيس الجمهورية الذي دعا إلى حوكمة محلية عصرية وعادلة تلبي احتياجات الشعب، ويحدد هذا الإطار بوضوح نطاق عمل بلديات الدوائر العشرة وبلدية مدينة الجمينة كل حسب اختصاصه، وكما ينشئ هذا المرسوم منتدى شهري للنقاش واتخاذ القرارات بحيث يسمع فيه صوت جميع الأطراف.
Parmi les pièces exposées figuraient des armes à feu, des armes blanches, des stupéfiants, des documents administratifs falsifiés, des faux billets, des téléphones portables, des ordinateurs, des pièces détachées de téléphonie, ainsi que des matériels bureautiques et logistiques allant d'un groupe électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, 7 motos et véhicules. Selon les autorités, ce présumé malfrat s'adonnait à un éventail d'activités criminelles. Falsification des documents officiels tels que permis de conduire, carte grise, numéro d'identification nationale, trafic de stupéfiants et recel des biens volés. Le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, conseiller à la DGPN, a souligné que la portée de cette opération, fruit de la coopération des différentes unités de la police, est un travail de titan qui témoigne de l'abnégation et du professionnalisme de nos forces de sécurité intérieure, a-t-il déclaré. Le directeur général de la police nationale m'a chargé pour féliciter la police nationale en général et surtout la commission chargée des cellules. On félicite les populations pour leur contribution et surtout les taximans et les clandomans. Les 23 suspects devront désormais répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Pour sa part, la direction générale de la police nationale a réitéré son engagement à protéger les citoyens et à neutraliser les réseaux criminels. Ce mercredi 1er octobre, à l'école du centre s'est tenue une assemblée générale de la sous-section 7 pour la ville de N'Djamena. Enseignantes et enseignants ont afflué tôt ce matin pour la circonstance. 2 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point était sur l'évaluation du préavis de la grève lancé par le Bureau national des syndicats du Tchad 7. Et le second point concerne la fête internationale des enseignants. Abordant le premier point, le secrétaire général de la sous-section 7 pour la ville de N'Djamena, M. Abdelkader Djibril, a dit sans ambiguïté que le gouvernement est seul responsable de cette grève parce qu'il campe sur sa position. Le Bureau national a lancé un préavis de 8 au 30. Donc lors de notre dernière assemblée générale, avec la base, nous nous sommes conclus que nous allons attendre jusqu'à ce que l'expiration de ces préavis. Et si rien n'est fait, nous allons nous retrouver pour prendre une décision. Et effectivement, depuis le 8 jusqu'à 30 hier, le gouvernement n'a pas bougé. Ils sont là pour jouer sur des mots, des dialogues et des dialogues. Et comme rien n'a été fait, nous avons suspendu le travail. Nous sommes aujourd'hui allés en grève pour une semaine, une grève d'avertissement au gouvernement pour qu'il rattrape le plus rapidement possible le coup. Pour le secrétaire de la sous-section 5 pour la ville de N'Djamena, corrigeant ainsi les propos du secrétaire national des anciens du Tchad qui a dit à la veille de leur assemblée que quand on est en négociation, on économise la grève. Pour lui, seules les sections provinciales et celles de N'Djamena ont habilité à se prononcer sur une grève ou non. Les décisions au syndicat, ça quitte toujours de la base et ça remonte vers les hiérarchies. Ce n'est pas que les décisions quittent d'en haut pour revenir en bas. Le bureau national, pour que le bureau national agisse, il faut au moins les 50% ou bien les 2 tiers des autres promesses agissent d'abord. En ce moment, le bureau national, il fait de ça sa négociation nationale. Mais nous avons suivi tous avec le bureau national. Vous savez, toutes les autres promesses ont fait de communiquer pour dire que s'il n'y a rien, il n'y aura pas la rentrée. En attendant que le gouvernement et syndicats campent sur leur position, c'est l'école tchadienne agonissant depuis belle durée de temps qui paiera ainsi un lourd tribut. Les 2 protagonistes ont intérêt à s'entendre dans un bref délai pour le bonheur de la nation. تعيش العاصمة التشادية على وقع اختناقات مرورية أصبحت لا تطاق. بالنسبة للمارة والمسافرين تصبح حركة المرور مشكلة حقيقية يوميا وخصوصا خلال ساعات الذروة. يعيق هذا الوضع قطاعات عديدة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها الكثير. التأخيرات شائعات سواء كان ذلك في الوصول إلى العمل أو بالنسبة للطلاب الذين يكافحون للوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد. هذا الوضع هو ببساطة نتيجة تدافر عوامل هيكلية وديموغرافية. في ظل نقص الطرق المعبدة يركز المستخدمون على الطرق والشوارع الرئيسة القليلة، بينما تعاني معظم هذه الطرق من سوء الحالة، وهذا يسبب اختناقات مرورية هائلة قد يستغرق التنقل من مكان إلى آخر ساعات. إضافة إلى ذلك لا يمكننا تجاهل مشكلة النمو السكاني السريع في المدينة، فالزيادة المستمرة في عدد سكان أنجمينا وتزايد عدد المركبات يزيدان الضغط على
شبكة الطرق المحدودة أصلا، والنتيجة هي حركة مرور فوضوية وضياع للوقت مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية. على الرغم من أن السلطات قد طبقت سياسات استباقية لتخفيف الازدحام في الأحياء والمدن، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. ويرى العديد من المراقبين أن حل مشكلة مدينة أنجمينة يكمن في تبني استراتيجية مماثلة. هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة بما في ذلك إنشاء طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، كما أن إنشاء شبكة نقل عام موثوقة وواسعة النطاق أمر أساسي، كما أن هناك حاجة إلى تخطيط حضري أفضل لدعم توسع العاصمة. إلى أن يتم إيجاد حلول مناسبة سيظل السكان يعانون من العواقب الوخيمة للازدحام المروري. Au Tchad, le cancer du sein représente une préoccupation de santé publique en constante augmentation. Toutefois, plusieurs obstacles entravent la lutte contre ces fléaux, notamment le manque de sensibilisation auprès de la population, l'insuffisance d'équipements de dépistage comme les lymographes et l'absence des centres spécialisés pour le dépistage du cancer du sein. Ceux-ci sont des défis à relever afin de garantir la santé maternelle au Tchad. À l'instar de ces défis, s'ajoute le phénomène de la pauvreté et les inégalités d'accès aux soins limitent fortement la lutte contre cette maladie. La majorité des femmes atteintes du cancer de sein consultent tardivement, souvent à un stade avancé, faute d'informations et de sutures adaptées, ce qui réduit les chances de guérison. Selon nos sources d'informations requises, le pays dispose très peu de centres oncologiques spécialisés. La prise en charge repose surtout dans la ville d'Injamena et nombre de ces patients doivent être référés à l'étranger. Les campagnes comme Octobre Rose jouent donc un rôle crucial pour briser le tabou social autour du cancer, inciter pour le dépistage précoce, promouvoir l'auto-examen des seins et renforcer la solidarité nationale en faveur des femmes touchées. Des associations des femmes, les ONG et les infrastructures sanitaires commémorent Octobre Rose en encourageant les filles et les femmes au dépistage gratuit, les séances de sensibilisation et également à travers les témoignages des survivantes. Les médias, principaux acteurs d'éducation et sensibilisation, continuent toujours à relayer davantage le message afin d'atteindre les jeunes filles et les zones rurales. Cependant, les moyens financiers et techniques restent limités, ce qui met la campagne en difficulté. Il est judicieux de faire pression en faveur d'une meilleure politique nationale de lutte contre le cancer. Octobre Rose au Tchad est un moment de mobilisation citoyenne et institutionnelle essentiel pour sauver des vies par le dépistage précoce et la sensibilisation malgré les défis sanitaires et économiques du pays. Le thème retenu cette année est « Être victime de cancer au Tchad, fatalité ou espoir ». En effet, le cancer est une maladie redoutable qui, malheureusement, connaît une progression fulgurante ces dernières années, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Une femme sur 8 et un homme sur 11 seront atteints de cette maladie au cours de leur vie. Et une femme meurt de cancer toutes les 53 minutes dans le monde. Ces données émanant de l'Institut international de recherche sur le cancer ne doivent en aucun cas nous laisser indifférents. C'est pourquoi la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'attelle depuis 2018 à faire un méticuleux travail de sensibilisation et de dépistage. Malheureusement, les victimes dépistées sont abandonnées à leur triste sort, faute de moyens de prise en charge. Toutefois, une ébauche de velléité à pallier ce manquement s'est concrétisée il y a quelques mois par la pose de la première pierre de construction d'un grand centre de prise en charge des malades
des cancers à Farsha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena. En tout état de cause, les acteurs sur le terrain restent dubitatifs si le début d'exécution des travaux n'a pas démarré, car poser une pierre de construction, c'est une chose. En démarrer, c'en est une autre. Cette année, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer entend lancer officiellement les activités le 3 octobre 2025 à l'hôpital Radisson Blu à partir de 10 heures. Bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité à iMatin. Ça se poursuit tout doucement. À présent, nous recevons donc notre chroniqueur, M. Abaïfouta Clément. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ben, écoutez, j'essaye de tenir. Bon, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Tout à fait. Pour paraître, être dans la société. Ne vous laissez pas gérer par la société, mais voilà. Gérer la société. Je le disais tantôt, après un élément sur la paix du cœur, je le disais qu'il ne faudrait pas baisser les bras, se laisser abattre parce que c'est très dur, parce qu'on vous met les bâtons dans les roues, parce que c'est compliqué, et puis voilà. Non, mais vous savez, la vie en soi est une bataille et une lutte perpétuelle. Tout à fait. Lorsque vous vous laissez, n'est-ce pas, empester par les contingences de la vie, l'allure, ou alors les mouvements, les ondulations, et vous risquez de vous faire noyer, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord, merci pour cette petite parenthèse. Avec vous, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'un homme politique, comme c'est le cas dans cette chronique, Héritage politique. Voilà, on va aller du côté de la régie, on va prendre l'élément avant de revenir sur ce plateau. Je suis un homme politique. J'ai commencé ma carrière politique étant militant en 1996, juste à l'entrée de la démocratie dans ce pays. Parcours professionnel, donc je voulais un peu entrer dans l'actif des choses et aider mon pays. C'est pourquoi j'ai embrassé la politique en 2008. Où on a décidé ensemble avec les collègues de créer un parti politique, la Convention nationale populaire, où j'ai fui successivement secrétaire général, adjoint, puis secrétaire général, et puis vice-président, le dernier poste que j'ai occupé. La politique, s'il faut s'en tenir à la définition de ses pères fondateurs, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire faire en sorte que dans la zone où vous vivez, la population puisse vivre normalement à l'aise, qu'elle ait à sa disposition les besoins des bases essentielles. Donc gérer la cité dans le sens positif, c'est un peu ça la politique. La jeunesse tchadienne, elle est complètement désorientée, si vous voulez la vérité, parce qu'il n'y a pas une référentielle. C'est-à-dire, quand on copie une personne, il va falloir que cette personne soit quand même un exemple, une référence. Et c'est quand nous remarquons sur le terrain. Nous sommes une génération montante de la politique. Mais nous, on a constaté que les personnes sur qui nous copions entre-temps se sont laissés entraîner dans la chose, dans le matériel. Nous,
nous, notre génération actuelle, personnellement, je constate aussi qu'il n'y a pas aussi beaucoup de sérieux. Donc, de ce point de vue, il y a quand même fort à déplorer que la jeunesse ne puisse pas trouver un référentiel et puisse copier, en fait, les aînés que nous sommes. Vous voyez, les aînés que nous sommes, et ça va être une sorte d'engrenage. Mais l'espoir n'est pas perdu. Je pense que ces derniers temps, on assiste à quand même un changement de paradigme. Les gens veulent se montrer, en fait, veulent faire autrement la politique. Nous avons constaté que sur le terrain, il y a quand même des bribes de personnes, des jeunes de la génération montante, qui veulent en fait faire autrement la politique et qui veulent se laisser, en fait, qui veulent dépasser un peu la politique matérielle. Franchement, il ne faut surtout pas laisser, c'est-à-dire se décourager par ces constants ambiants et dire que je ne fais pas la politique. Ça, c'est très mauvais pour eux. C'est-à-dire la politique, si tu, comme certains le disent, si tu ne fais pas la politique te fera. En ce sens que les décisions se prennent à ton insu et ça s'appliqueront sur toi. Je conseille beaucoup plus aux jeunes d'embrasser la politique. La politique, contrairement à ce qu'ils pensent, la politique, elle n'est pas mauvaise. La politique, je ne dirais pas que c'est un métier, mais c'est une conviction noble. Quelqu'un qui s'engage pour changer la situation, changer les conditions de vie de son pays, de sa population, c'est une personne à saluer. Et donc, la politique, il ne faut pas voir la politique sous l'angle de la politique à la tchadienne. Il faut voir la politique, la concevoir d'une manière positive, d'une manière standard, et s'engager à l'intérieur. Et après beaucoup de combats, pour parvenir quand même à changer un peu. Mais il faut qu'ils apprennent dès maintenant à faire la politique, la bonne politique. Mon mot de fin s'oriente à deux niveaux. D'abord vis-à-vis de nos gouvernants. Vous avez vis-à-vis de nos gouvernants, parce que nos gouvernants, les autorités que nous sommes, il faut qu'on arrive à prendre conscience de l'enjeu de l'heure d'une manière générale. Parce que quand vous voyez un peu en ce moment le monde, vous avez l'impression que c'est une bataille en interne qui se passe. Et donc les faibles seront écartés, hein. Les faibles seront écrasés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos gouvernants pensent à asseoir une nation. L'unité nationale n'existe pratiquement pas. Les gens sont repliés chez eux. Le repli identitaire fait surface et remplace l'unité nationale. Du moment où il n'y a pas une unité nationale, il n'y a pas une cohésion de vie, du moment où il y a l'injustice, elle est ambiante, la nation risque de disparaître. Hein. Il faut parler. Et la parole a quand même une force. La parole, elle est très puissante. Il faut parler. On ne demande pas aux jeunes de se rébeller, on ne demande pas de se soulever, on demande aux jeunes de se prononcer par rapport à la chose publique. Voilà, merci à la réalisation pour cette capsule d'un homme politique, monsieur le conseiller. Il dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Il dit également que la jeunesse n'a pas de référence, la jeunesse n'a pas de repère. Il parle également de la politique matérielle, la politique à la tchadienne. On a notre façon à nous de faire la politique. Vous savez, ici au Tchad, c'est beaucoup plus du suivisme. Les gens essaient de singer, d'imiter, pas de la bonne manière, parce que justement, ils pensent que en se lançant dans la politique, en créant un parti politique,
on améliore, n'est-ce pas, sa situation sociale, voyez-vous, parce qu'il y a un peu des billets de banque qui voltigent partout. Voilà, la politique, en fait, il faut la faire avec conviction. Si nous voyons comment nos dévanciers comme les Mandela, comme les Mao Tse-tung ont fait la politique, ils allaient à pied. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un président d'un parti politique d'aller par exemple à Gelendeng à pied ou sur une bicyclette. Voyez-vous? Donc moi je me dis que lorsque vous vous engagez dans la politique, il faut vous engager avec une conviction, avec une vision. Parce qu'on ne s'engage pas dans la politique parce qu'il faut s'engager à la politique, il faut pagailler comme les autres. Non. J'estime que la politique a une conviction. Vous avez été conscient ou vous avez pris une conscience à partir d'un fait. Et ce fait, n'est-ce pas, forge votre conviction et alors vous vous engagez dans la politique. Voyez-vous, si vous vous engagez dans la politique avec une conviction, c'est là que on parle, n'est-ce pas, d'un héritage et d'un vrai héritage. Parce que cette conviction, vous allez le passer, le contaminer, n'est-ce pas, à la jeune génération qui est pleine d'ambition, pleine de fous. Mais si vous faites la politique sans une conviction, et c'est cette génération montante qui est pleine de fous, mais elle va plutôt battre, n'est-ce pas, de l'aile et, comme on le dit, donner un coup de sabre dans l'eau. Raison pour laquelle on dit, au lieu de s'engager comme un bulldozer aveuglement, non, asseyez-vous. Même le bulldozer a un non, mais vous savez, quand le bulldozer avance, il ramasse tout. Cailloux, troncs d'arbres, etc., etc. Oui. Donc, c'est une métaphore que j'utilise comme ça pour dire c'est le tout, à la fois, en fait. Donc, vous voyez, ici au Tchad, moi je pense que beaucoup de gens qui s'engagent dans la politique, la plupart des temps, c'est sans conviction. C'est sans conviction parce qu'en fin de compte, lorsque vous engagez dans la politique avec conviction, on voit les fruits. Vous avez des partis politiques ici qui se résument dans un sac. Qui se résument, n'est-ce pas, dans un ordinateur. Dans un ordinateur, une famille, le père, l'enfant, les enfants, peut-être le cousin. C'est ça la politique. Non, la politique n'est pas ça. La politique, c'est vous vous souciez de ce que souffrent les autres. Vous vous souciez du rêve, n'est-ce pas, des autres. Vous vous souciez d'atteindre, n'est-ce pas, le but. Ce que la basse classe ne peut pas faire, vous vous donnez l'occasion, n'est-ce pas, de porter leur voix. C'est ça la politique, en fait. D'accord. Hein? Ne pensez-vous pas que les jeunes doivent également se faire former dans le domaine de la politique? Il y a des filières qui existent. Mais oui. Oui. Oui, mais oui. De nos jours, oui. Oui. Mais avec nos dévanciers, non, mais personne n'est passé par une école Sciences Po. Personne n'a fait les sciences politiques. Bon, ils se sont engagés comme ça, comme on se jette à l'eau. Lorsque vous vous jetez à l'eau, il faut nager. Si vous ne nagez pas, vous allez vous noyer. Donc aujourd'hui, on se dit, bon, il faudrait s'inscrire en Sciences Po. Il faudrait faire de la politique. Vous faites de la démocratie. Vous faites, n'est-ce pas, vous apprenez à faire la politique. Parce que la politique, c'est l'art. On ne se lève pas comme ça, poum, comme une mangue mûre qui tombe comme ça, et puis qui ne sait pas pourquoi elle est tombée. Ça, c'est un peu difficile. Voilà. D'accord. Il a également dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Ce qui signifie que tout le monde doit faire de la politique, forcément. Ben, pas absolument. Vous savez, on est, chacun de nous, on est agencé, j'allais dire. On est si tout le monde faisait la politique, ben, on n'aura pas un forgeron. Voyez-vous, on n'aura pas un pilote. On n'aura pas un médecin. Donc la société, c'est le rassemblement de toutes ces spécificités qui font que, bon, ceux-là, ils font la politique. D'autres font la santé. D'aucuns font l'environnement. Donc tout ça, nous mettons ensemble, nous forgeons, n'est-ce pas, une philosophie, cette philosophie que j'appelle, n'est-ce pas, la gestion de la cité. Si tout le monde fait la politique, mais ma foi, nous allons seulement faire du surplace et nous poser des questions éternelles.
D'accord. Avez-vous un message à l'endroit des jeunes ce matin qui voudraient se lancer dans la politique? Vous savez, l'avenir appartient aux jeunes. Oui. Et si les jeunes ne se conscientisent pas pour dire « mais demain c'est nous », je crois que nous allons droit au mur. Droit au mur, je dis c'est même la catastrophe. Voyez-vous? Donc les jeunes ont, au jour d'aujourd'hui, de se greffer à nos devanciers, à ceux-là qui ont fait la politique difficilement, n'est-ce pas, sans pour autant entrer dans une école, mais qu'on se greffe à eux. Mais ceux qui ont la possibilité de s'inscrire, à apprendre à faire la politique, mais je les encourage. Ne restez pas sur place. N'attendez pas que, comme Moïse, les enfants d'Israël qui ont attendu le pain qui est tombé du ciel. Non, le monde a changé. Donc si vous ne vous débattez pas, raison pour laquelle on dit, mais si tu ne te débats pas, bon, la fin va te débattre. Merci à vous, Monsieur Abaïfouta Clément, d'être patient. On se donne rendez-vous le jeudi prochain. Si Dieu le veut. Pour aller à la découverte d'un autre homme politique tchadien. Nous vous souhaitons une très bonne journée et puis nous allons vous accompagner avec une capsule. Je suis très enchanté. Honnêtement dit, la paix, on en a besoin plus que n'importe qui dans cette province. La paix de cœur, la paix d'esprit, la paix dans les foyers, dans la rue, entre nos villes, dans le marché, parce que la matière ou le menu le plus consommé par l'homme, c'est la paix. Le menu le plus consommé par l'homme, c'est plus que les médicaments, plus que l'eau. C'est la paix. Donc, la paix conditionne tout. Mais la paix ne se décrète pas. La paix, ce n'est pas des paroles. Les simples prêches des pasteurs ou des imams ne suffisent pas. C'est le comportement. La paix avec votre femme, avec votre époux, avec vos enfants. Quand il y a la paix, eux aussi vont construire la paix dehors avec les voisins. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas en paix, vous êtes violent dans les foyers, dans la maison, les enfants vont grandir comme ça. Ils vont s'attaquer aux enfants du voisin. Et le voisin, il dit, comment? Il tape mon enfant, il vous agresse. Est-ce qu'il y a paix? Entre deux bagarres, maintenant les parents vont intervenir, on dit bagarre rangée. Après, on va dire, les X et les Y, c'est les ensembles qui se mettent. C'est ça, là, le manque de paix, c'est ça. Donc, la paix doit se construire par le comportement de tous les jours. Le comportement de tous les jours. Et à l'endroit de nos populations, cohabitation pacifique, sincèrement dit, je n'aime pas trop prononcer ce mot. Quand on dit qu'il n'y a pas cohabitation, comme Palestiniens et Israéliens, il n'y a pas cohabitation. On ne fréquente pas les mêmes hôpitaux, pas les mêmes écoles, pas les mêmes bus, on ne cohabite pas. C'est comme le temps de l'apartheid. J'ai cité les exemples de bus, de pharmacies tout à l'heure. Donc c'est dire qu'on n'a pas fondamentalement un problème de cohabitation entre nos populations. C'est la mauvaise gouvernance parfois, la mauvaise gestion des questions de terroir, ceux-là qui sont les ingrédients qui mettent à mal la paix. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Si moi on me demande, il faut qu'il y ait une bonne justice. Parce que la justice conditionne tout. Grand ou petit, riche ou pauvre, puissant ou faible, nous sommes tous faibles devant la justice. Quand tout le monde a cette conscience, on va avoir la paix. Mais moi, je suis gouverneur, je me permets de vous piétiner, je ne m'inquiète pas, il n'y a pas peur. Physiquement, mais intérieurement, vous n'avez pas peur. N'est-ce pas? Quand le juge n'est pas réellement juge, il n'est pas droit par rapport à la valeur de la République, il n'y a pas peur. Pourquoi? Deux parties se présentent devant le juge, injustement l'autre n'obtient pas gain de cause, il n'y a pas peur. Demain, il va se rendre justice.
La faute à qui? Ce n'est pas aux citoyens. C'est le juge qui a provoqué le manque de paix. Donc, c'est dire que pour avoir la paix dans ce pays, que chaque citoyen, pour peu qu'il y ait problème, il est en droit légitimement de dire qu'il obtiendra gain de cause à la justice. Donc, un Tchad en paix, réellement en paix, commence d'abord par la justice. Que le juge est réellement juge. Pas quelqu'un qui est à la place du juge, mais un juge réellement juge, qui s'assume pleinement. Que la justice est réellement une justice et elle est droite pour tout le monde. Mais pas une justice courbe pour certains, hein, rectiligne pour d'autres, et pas du tout de ligne pour certains. Ça ne marche pas. Le reste, la paix, l'absence de paix, provoquée aussi parfois par la mauvaise gouvernance, d'abord locale. Je parle de l'administration. Même si tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas bon. Par nos propres péchés, nous créons l'absence de paix. Par nos mauvais jugements, nous créons l'absence de paix. Donc nous créons le conflit entre les personnes. Quand l'administrateur lui-même, quand le représentant ou celui qui incarne l'autorité de l'État, n'est-ce pas, se comporte mal, il est source de manque de paix. Parce que c'est lui qui provoque, n'est-ce pas? L'inverse, c'est quoi? Quand celui qui incarne l'autorité de l'État est droit avec tout le monde, et doit oser ces populations, ça amène l'adhésion des populations, n'est-ce pas, au concept de la paix. Voilà, la paix doit commencer par chacun de nous. C'est la journée internationale de la non-violence le 2 octobre. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir un enseignant ici sur le plateau pour parler un peu de la promotion de la non-violence dans nos écoles, dans nos établissements, parce que le constat est amer. Hein. De temps en temps, on voit des cas de violence dans certains établissements scolaires. Qu'est-ce qui cause souvent ces violences? Comment est-ce qu'il faut faire pour donc promouvoir la non-violence? Et nous avons le plaisir de recevoir M. Samsia Mogomba. Il est enseignant. Monsieur Samsia, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau de Imatin et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler donc de la promotion de la non-violence dans les établissements scolaires. Alors, dites-nous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous avez eu à observer des cas de violence dans les établissements? Si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Et puis après, on va chercher à faire des propositions, des solutions pour donc voilà, faire face à ce phénomène. Oui, madame, vous savez bien que le Tchad, c'est un pays qui a traversé plusieurs fois des événements malheureux. Et c'est reconnu aujourd'hui dans le monde que les Tchadiens sont des hommes violents. Et c'est le résultat de notre société. Et que si nous avons bâti une société sur la violence, je ne serais pas surpris que nos enfants aujourd'hui ne peuvent pas être violents. Et c'est des choses que nous subissons au quotidien. À chaque année scolaire, les cas de violence sont les plus récurrents. Alors, la question que nous nous posons le plus souvent à l'école, nous nous disons, est-ce que les parents ont démissionné de leur responsabilité d'être des parents? Parce que l'enfant est né dans une famille, il est né d'un père et d'une mère. L'enfant reçoit à très base d'abord c'est une éducation de base, culturelle, historique. Mais lorsqu'on n'apprend pas à l'enfant à la maison la notion de la valeur humaine, le respect de l'aîné, le respect de la vie humaine, je serais beaucoup surpris qu'à l'école, cet enfant-là puisse
Agir autrement. Voilà. Ouais. Respecter un enseignant. Respecter son camarade. Tout à fait, tout à fait. Et surtout un enseignant, qu'on a l'habitude de dire enseignant s'acquitte. Et de pareils mots, un enfant qui grandit dans sa famille s'acquitte, vous savez, dans notre arabe local, ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'es rien. L'enseignant n'est rien. Tu n'as pas de valeur. Ouais. Mais cet homme qui n'a pas de valeur là, devant cet enfant dont les parents ont de valeur, je serais beaucoup surpris que cet enseignant peut être respecté. Mais lorsqu'on veut imposer notre autorité d'un enseignant, nous on n'enseigne pas les enfants des individus, hein. On enseigne des enfants tchadiens que nous sommes conscients que ces enfants doivent demain servir ce pays. Et nous avons l'obligation de faire ce travail-là avec amour. Mais malheureusement, nous rencontrons des énormes obstacles. Vous voyez des enfants qui viennent à l'école avec des armes à feu. Oui. Des armes blanches. Des enfants qui pensent que tout leur est permis. Et voilà les conséquences. Chaque année, on parle de la violence au milieu scolaire. Ouais. Entre les élèves, élèves enseignants. Et nous continuons à parler de ça tout le temps. Et je me demande ce phénomène-là va s'arrêter quand? Est-ce que c'est cette société-là qui n'est pas en train de pourrir, qui est en train de disparaître? Parce que je suis en train de me dire que le Tchad n'est pas une société de valeurs. On n'a pas une référence. Je crois, amener les enfants à l'école, un chapitre, un devoir, je sais, ça, c'est pas enseigné. Nous avons beaucoup de choses que nous devons faire pour donner vraiment la valeur à l'éducation, pour que les enfants puissent vraiment recevoir quelque chose pour être des citoyens de demain. D'accord. Donc, selon vous, les parents ont une part de responsabilité dans les violences dans les milieux scolaires. Un enfant qui vient à l'école avec une arme à feu, avec une arme blanche, mais entre-temps, que fait le papa? Que fait la maman? On doit quand même, en tant que parent, contrôler un peu son enfant, chercher à regarder qu'est-ce qu'il transporte dans son sac et tout cela. Mais l'arme, tu mets l'arme où jusqu'à ce que l'enfant parte chercher l'arme pour pouvoir venir à l'école, tirer sur ses camarades. Vraiment, la responsabilité des parents est très grande. Et vous, en tant qu'enseignant, face à cette situation, comment vous faites souvent? Alors, vous savez que enseigner, c'est aussi aimer. Quand on fait son travail avec amour, on a la possibilité toujours de transformer l'autre. Et si aujourd'hui on parle de la non-violence, si ce n'était pas un bon principe, on ne peut pas continuer aujourd'hui à parler de la non-violence. Vous savez que moi, je suis de la génération qui était à l'ICET. On était initié aux droits humains. Je ne sais pas, je me pose cette question, pourquoi ne pas introduire le programme de la non-violence dans les écoles où on forme même les enseignants? Parce qu'il faut que les enseignants soient aussi outillés, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'est la non-violence, et que l'enseignant lui-même, dans ses parcours professionnels, puisse aussi être un homme de non-violence. Parce qu'il y a, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des enseignants aussi qui sont prêts à donner des coups de poing sur les enfants. Ouais. Toi qui es censé de former l'enfant, de l'éduquer autrement. Toi qui es un exemple. Oui. Oui. Tu es le premier à dire aux enfants que celui qui s'amuse avec moi, je te casse le nez. Mais lorsque les enfants ont déjà cette prédisposition d'être violents et que l'enseignant, lui, encore leur donne l'opportunité d'y arriver là, je trouve que c'est grave. Alors vous savez, j'ai cette manière plus simple. Lorsque je vois qu'un élève a un comportement qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas l'habitude de gérer ça directement avec l'administration. Quand je suis dans la salle de pause, j'appelle l'élève en question. Et je lui dis, bon, comment tu t'appelles? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, étant enseignant, vous identifiez déjà des enfants violents. Tout à fait. Oui. Et ton comportement,
que tu viens d'accoucher n'était pas bon. Tu n'es pas venu à l'école pour être mon ennemi, ni pour être l'ennemi à tes collègues. Tu es venu à l'école, c'est pour apprendre, pour servir ce pays-là demain. Alors tel comportement n'est pas bon. Et je suis obligé de faire, entre guillemets, l'ami à cet élève, juste pour chercher à savoir s'il peut comprendre quelque chose et changer. Donc vous privilégiez le dialogue avec l'élève. Tout à fait avec l'élève. Oui. Et je prends cet engagement quelquefois même de descendre en famille, de causer avec cet enfant. Et généralement, je ne touche pas directement les parents parce que s'il faut toucher les parents d'une autre façon peuvent réagir de façon négative pour impacter aussi à la psychologie de l'enfant. Mais je fais ce travail. Quelquefois, je me dis pourquoi je le fais. Je le dis, je le fais parce que j'aime mon travail. Je dis, je le fais parce que j'aime mon pays. Je le dis parce que je dis que partout là où il y a la paix, c'est parce que les gens ne sont pas non violents. C'est parce que là où il y a la paix, c'est parce que les hommes s'aiment, il y a la valeur humaine, les gens se respectent. Et que, qu'on le veuille ou pas, un jour à l'autre, ces Tchadiens vont parvenir à être des hommes non violents et des hommes de la paix. Et là, jusqu'à là, je crois à cela. Et cette démarche que vous adoptez, vous obtenez gain de cause? Oui, très facilement. L'enfant arrive à changer. Oui. Très facilement, parce que tu sais, quand on devient ami à un élève, on le dit. Il y a des circonstances, des fois, il y a des choses très secrètes que ces enfants nous disent aussi. Et qu'on se rend compte que ce que l'enfant est en train de faire est même le reflet de sa famille. Parce que lorsque tout au long de la journée, on dit à dire que non, ces gens-là, il ne faut pas les respecter, ces gens-là sont pas, c'est des sous-hommes, ces gens-là, ces gens-là. Il n'est pas de ta classe, voilà, tu es supérieur à eux. Ça, c'est un enseignant. Alors, ça des situations négatives comme ça, on inculque dans la tête des enfants. Hier, c'est bon. Hier, c'était un village qui ont formé les jeunes à défendre un village, à défendre une communauté, à défendre un clan. Mais le Tchad aujourd'hui est une unité nationale, une structure nationale, qu'on ne devait pas inculquer aux enfants l'esprit de défendre un clan ou bien de défendre une famille, mais de défendre le Tchad, qui est le patrimoine de tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. D'accord. Est-ce qu'il existe des dispositifs ou des programmes pour la promotion de la non-violence dans nos établissements? Ou bien dans l'établissement où vous intervenez? Je ne pense pas tellement. Parce que je fais partie des gens qui ont écrit le manuel au niveau du Centre national de curricula. Oui. Vous voyez dans les livres, je ne sais pas, les manuels scolaires en anglais. Oui. C'est vrai, il y a certains thèmes qui parlent de la violence, il y a certains thèmes qui inspirent à la non-violence. Mais des programmes en tant que tel, dire que voilà, initier les enfants à la non-violence et être là, je pense que il n'y a pas un programme approprié. Mais il n'est jamais trop tard. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Oui. J'ai dit pourquoi pas insérer même dans le programme de formation des enseignants. Ouais. Parce que l'avenir de ces pays en dépend. Et là, je le dis et je le répète ici que la paix n'est pas un vain mot. On doit chercher la paix. Oui. On doit la construire. Même si cela peut coûter combien de temps, il faut qu'on y arrive. Parce que sans cela, ça va être vraiment facile. Tout à fait. Alors ce matin, à l'occasion donc de la journée internationale de la non-violence, nous avons pris le cas des violences dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez des propositions à faire concrètement ce matin à l'endroit des autorités en charge de l'éducation, des chefs d'établissement, des enseignants et des élèves? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des propositions concrètes? Bon, madame, vous savez que quand vous prenez les établissements publics au Tchad, à l'exception peut-être du lycée Félix Ebo et lycée technique industriel, technique commercial, les gens ont pris les prédispositions. Vous voyez même le périmètre, les débits de boissons sont à une certaine distance. Ah, ouais.
Mais quand vous voyez les autres établissements maintenant qui sont nouvellement créés, pullulent. quand vous vous rendez compte que nous avons à côté des 4 carreaux là, les 4 coins, ce n'est que des cabarets. La première des choses. C'est l'une des causes de la violence dans Tout les à milieux fait. scolaires. Ouais. 7h à 8h, 8h à 9h et 10h la récréation. Je vous en prie, quand les élèves reviennent après la récréation, Tout change. nous Les rendons yeux compte deviennent rouges. Non, ça c'est complètement un désordre qui est là, qui est installé. là là. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des élèves sérieux qui sont venus pour apprendre. Mais quand tu te rends compte, tu vois au fond des gaillards avec des yeux rouges, qui Avec ont peut-être l'alcool même des qui gabarits pue qui et- dépassent même d'abord même l'enseignant. Tu t'approches, on te regarde avec des yeux rouges et des fois on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais si aujourd'hui on dit que nous sommes devant une situation qui ne tient pas, je me demande, est-ce que c'est normal à une personne de ne pas se respecter et de laisser aller dans ces conditions? Si on pourra bien interdire ces débits de boissons autour des... Avant d'installer une école, il faut faire une étude préalable Étude de lieu. pour le Tout site à pour fait. implanter l'école. Tout Ce à sont fait. des choses à prendre donc en compte à fait. avant d'implanter une école quelque part dans un arrondissement, dans un quartier. Alors, vous en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement pour votre sécurité à l'école? Puisque vous faites face à des élèves qui viennent même avec des armes à feu. Bon, moi je pense que la meilleure sécurité, c'est celle de faire bien son travail. En tant qu'enseignant, oui. Il faut faire son travail avec amour. Il faut que l'élève sent que tu as quelque chose pour lui. Oui, Il faut que l'élève sent que tu es un père pour lui. oui. C'est la vraie sécurité. On peut même entourer les lycées avec des policiers, avec policiers, des des gendarmes. Je militaires. trouve que ça, ce n'est pas la sécurité. La vraie sécurité, c'est lorsqu'on arrive à transformer cet enfant violent-là pour qu'il devienne homme. Et ça, c'est la responsabilité de l'enseignant. Il n'a même pas besoin de regarder, non, j'ai besoin de policiers. Non, non, non. Il a les méthodes, il a les techniques, il est un psychologue. C'est à lui de Pédagogue, canaliser ses enfants. tout ça. Et Ouais. je pense que la meilleure façon de faire, c'est celle-là. C'est même pas la peine de dire que nous, on a besoin de garnisons ici, de stations de police et des gendarmes. Quelquefois, on en a besoin de cela. Oui. Mais en classe, moi et mes élèves, l'autre témoin, c'est Dieu. Si je fais mon travail comme moi, honnêtement, je fais mon travail devant Dieu et devant mon pays, je suis sûr que ces élèves-là vont être mes amis. Ces élèves-là vont être mes défenseurs. D'accord. Parce que vous savez que dans le programme de l'enseignement, il y a certaines choses qu'il ne faut pas aussi toucher. Hein? La sensibilité. Quand vous touchez la dignité d'une ethnie, Oui, les faits culturels oui, d'une communauté, oui, c'est un peu difficile. oui. Parce que je me pose la question, est-ce que l'élève qui est devant moi a cette capacité d'accepter, d'analyser et d'échanger? Parce que l'éducation, le changement, c'est un processus. Vous savez que je vais vous dire un jour, un élève est venu à la maison, il pleurait. Chez vous à la maison? Oui, oui. Oui. Je lui ai posé la question, pourquoi tu pleures? Et c'est l'enfant d'un voisin. Il me dit, monsieur, c'est que mon professeur de philosophie m'a dit aujourd'hui, je m'excuse, je ne condamne pas le professeur de philosophie, mais il me dit ceci, le professeur de philosophie il a dit que Jésus est un bâtard et que lui n'a pas accepté. Et moi, Il je lui était dis- choqué. Ouais, hein? je lui ai dit, Oui. mais pourquoi toi tu pleures? Il dit non, il a touché sa foi. Moi, je dis, il faut accepter l'école, on doit te soulever, on doit te laisser tomber, c'est à toi de te relever. Il faut grandir. Mais s'il t'a dit que Jésus est bâtard et que toi tu sais que si Jésus n'est pas un bâtard, bâtard. continue à croire qu'il n'est pas bâtard. Voilà. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. D'accord. Et soudain, il a cessé, il me regarde tout droit dans les yeux, il me dit, voilà, c'est la réponse que tu me donnes. Mais je dis, mais c'est celle-là qui, la décision est meilleure. Découvre toi-même, sois responsable de toi-même. D'accord.
On va vous dire merci, Monsieur Samsia, d'être passé et d'aborder avec nous le sujet sur la promotion de la non-violence dans nos établissements. Bientôt, le 5 octobre, vous allez fêter également votre journée. Et déjà, par anticipation, toute l'équipe vous souhaite bonne fête. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée également. Nous allons vous raccompagner avec une carte sud. Merci beaucoup d'être passé. Beaucoup. Je vous en prie. Merci. L'objectif du centre, c'est l'amélioration de la race bovine Kouri. C'est une race qui vit dans le lac Tchad. Il a une importance économique sur le point de vue lait et viande. Quand le projet ProLac est arrivé, un certain nombre d'activités a été réalisé. D'abord la réfection du bureau et des salles de mise pas des animaux, comme c'est une maternité des animaux, et puis l'addition d'eau. Et ensuite, il y a la réfection aussi de ces parcs-là. La race en tant qu'elle est une race qui améliore, qui a une capacité génétique de production de lait et de viande par rapport aux autres races qui sont là. Ça, c'est ce qui est du point de vue économique est très important. Et ensuite, cette race aussi est attachée au régime du lac Tchad. Comme le lac Tchad est en train de disparaître, et lui aussi, c'est une ressource disparaître. Donc, il est question de rassembler cette matériel génétique-là pour conserver et développer. Aussi, pour appuyer les éleveurs à travers le centre, ProLac Projet a aussi initié des formations, surtout en santé base animale. On a fait venir des éleveurs ici, ils ont reçu des formations. Voilà, nous revenons sur le plateau pour la suite de cette émission. À présent, nous allons parler carnet du leadership. Voilà, bonjour leader et bienvenue sur le plateau. Irène. Bonjour, Vous allez bonjour bien? à nos téléspectateurs aussi. Nous allons très bien. D'accord, avec vous nous allons parler du leadership et l'entrepreneuriat. Exact. D'accord. Alors, nous voulons ce matin aborder une thématique assez importante, le leadership et l'entrepreneuriat. Dans l'émission dernière, nous avions dit que la vulnérabilité n'est pas amie du leadership. Le leader doit donc réellement se prémunir contre tous les risques de vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité atténue, sinon je dirais affaiblit votre leadership. La vulnérabilité fait en sorte que vous êtes limité et que vous ne pouvez pas manifester le plein potentiel de votre influence. Entreprendre ou l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est juste, quand vous prenez le mot entreprendre, vous pouvez le découper en deux. Vous avez entre et vous avez prendre. C'est-à-dire il faut prendre quelque chose en main, une situation en main. Entreprendre, c'est prendre une situation en main. Entreprendre, c'est identifier un problème et se donner la responsabilité de trouver la solution à ce problème.
Entreprendre, c'est saisir un besoin et dire que face à ce besoin, je détiens une esquisse de solution que je peux proposer qui pourrait intéresser bon nombre de personnes, sachant que ce n'est pas tous ceux qui sont dans ce besoin qui seraient convaincus de pouvoir solliciter mon service. Entreprendre, c'est dire que tiens, moi j'ai regardé d'un œil plus percutant et que j'ai distingué une solution à une situation qui est une situation auquel le grand nombre se confronte mais qui n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, il est important de comprendre que dans l'entrepreneuriat, il y a d'abord la vue, l'identification d'un problème existant. On ne crée pas un problème existant que les autres ou bien le commun des mortels est convaincu que ce problème existe. Et puis vous décidez, avec votre potentiel, avec vos expériences, d'apporter une solution à ce problème. Sachant que la solution que vous allez apporter va vous générer des revenus. Et donc, puisque ça vous génère des revenus, vous tirez la satisfaction morale d'avoir été une partie de la solution à ce problème. 2, vous répondez à vos besoins, puisque en le faisant, ça vous permet en même temps aussi, n'est-ce pas, de pouvoir manifester votre pleine autonomie, sinon une partie de l'autonomie dont vous pouvez manifester dans l'exercice de votre leadership. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un entrepreneur a besoin du leadership pour être influent et un leader a besoin de l'entrepreneuriat pour ne pas être vulnérable. Donc, vice-versa, l'un dans l'autre, il y a des gens qui pensent que peut-être le leader est fait pour autre chose et l'entrepreneur est fait pour autre chose, mais nous voulons dire que le leader doit entreprendre parce qu'il doit avoir dans son arc les moyens de son autonomie pour l'exercice de son influence. Un entrepreneur doit avoir dans son arc le leadership parce qu'il doit savoir comment influencer et comment passer le message en ce qui concerne la solution qu'il a donc mis sur la place publique ou sur le marché, comme le diraient les anglophones. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sous-estiment les aptitudes qu'ils ont. Beaucoup de personnes sous-estiment les capacités qu'ils ont. Beaucoup de personnes négligent la solution qu'ils ont. Ils ont l'impression que non, cette solution-là n'est pas la bonne, alors que vous avez une idée lumineuse et cette idée-là, il suffit simplement de la mettre en œuvre. Et je voudrais dire une fois de plus que c'est très important d'entreprendre. On peut entreprendre parfois en regroupant des personnes et en leur partageant une connaissance. On est dans l'entrepreneuriat. Ouais. On peut entreprendre en allant dans des établissements et en partageant son expérience. On peut entreprendre en faisant un petit jardin potager dans sa cour. On peut entreprendre en partageant ses compétences sur comment réparer les engins à 2 roues parce qu'on a l'expérience et on se met sur un coin de la rue, on peut le faire. On peut entreprendre en revenant du lycée avec son doctorat et ouvrir un petit coin pour coiffer à la sortie. Ouais. Vous avez 1500, 2000, 3000 chaque jour. Ça vous permet de régler un certain nombre de problèmes. Ça n'a rien à voir, ça n'enlève en rien la qualité de votre doctorat. Ouais. Donc, il faut se dire que tout ce qui peut nous permettre de mettre notre influence en sécurité devra être mis en contribution. Et c'est de cela que nous parlons, c'est d'entreprendre. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, de trouver des endroits bien aménagés où les gens peuvent venir s'asseoir, se faire coiffer et s'apprécier, ainsi de suite. Nous nous coiffons de manière très exposée, au coin des rues. On n'a même pas le temps de se poser la question si c'est du matériel stérilisé. On n'a même pas le temps de se poser la question si on est assis à un endroit où on est à l'abri des infections microbiennes. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Parce que simplement, il manque l'entrepreneuriat. Je dirais simplement que vous prenez le domaine agroalimentaire ou de la transformation. Vous quittez N'Djamena, vous êtes en route vers Koundoul, vous avez faim, vous voulez vous asseoir. Je dis N'Djamena, c'est la capitale du Tchad. Koundoul, c'est vers le sud, à 25 km ou 20 km aujourd'hui de N'Djamena. Mais vous mettez en route et vous avez faim, vous n'allez rien trouver à acheter à manger. C'est quand même drôle. Vrai, ouais. Et si vous vous mettez aussi peut-être sur l'axe à partir de la station Electron TV qui est basée à Gassi dans la capitale, en allant vers Bakara, vers la sortie, vous allez vous rendre compte que la sortie nord, vous allez vous rendre compte encore qu'il n'y a même pas de quoi à manger. Ouais. Simplement parce que il manque
de l'entrepreneuriat dans le domaine de la transformation. Alors que ce domaine peut résorber les femmes, ce domaine peut résorber les jeunes, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ce matin, je voudrais simplement dire aux téléspectateurs, aux leaders, aux entrepreneurs, que nous devons travailler sur les deux aspects. Entreprendre, mais aussi exercer son leadership. Influencer en étant autonome. Influencer en se mettant à l'abri de la vulnérabilité. Vous pouvez entreprendre. Ce n'est pas forcément juste acheter quelque chose à revendre, mais vous avez aussi parfois des choses à revendre. D'accord. Vous avez si bien dit qu'entreprendre, c'est identifier un problème et pouvoir apporter une solution. Et cette solution peut vous générer des revenus. Mais souvent, cet aspect de résolution de problèmes est mis de côté. C'est l'aspect financier qui est beaucoup plus vu. Est-ce que c'est pas ça qui constitue l'échec souvent de certains entrepreneurs? Bon, je pense que même s'ils mettent en vue le gain, derrière le gain, il y a toujours un problème qui est résolu. Peut-être qu'ils mettent trop de lumière sur le gain, de façon que cela est disproportionné et ça noie le problème. Alors, quand c'est plus cher, comme on peut le dire, ou c'est disproportionné, le risque, c'est que votre produit ne peut pas durer longtemps sur la place publique. Parce que c'est tellement cher que c'est inaccessible au pouvoir d'achat de ceux qui sont dans le besoin. Il faudrait bien que ce que vous avez apporté comme une solution ait un coût qui soit en relation avec le pouvoir d'achat de la couche qui est dans ce besoin. Mais si vous n'intégrez pas cette dynamique-là, et que vous mettez simplement le produit ou la solution sur le marché, mais avec un coût exorbitant, ce ne sera pas possible que votre produit ou que votre solution ait une durée de vie. Parce que vous savez, il y a la phase de lancement, il y a la phase de standardisation, il y a la phase du déclin. Donc, pour un produit a toujours des cycles de vie et il faut savoir comment s'adapter à cela. Donc, voilà. Il faut savoir identifier également le problème. Bon, on peut bien identifier le problème, mais il faut l'arrimer aussi avec le coût. Parce que c'est sûr que si la chose est vendue et que la personne a commencé à faire de la surenchère, ça veut dire que le besoin a été bien ciblé. Mais simplement, c'est que le produit ou la solution n'a pas été bien vendu. Alors, bon, souvent on regarde le prix. Parfois aussi, le problème, c'est l'effet du néologisme. C'est nouveau, on veut tout de suite. Mais je pense que tout entrepreneur doit s'accorder qu'on entreprend à partir de l'existant. C'est un besoin réel qui existe et on essaye de s'attaquer à ce problème. On ne crée pas un nouveau besoin. Parce que si vous créez un nouveau besoin pour en créer une solution, votre marché n'a pas d'avenir. D'accord. Et pour finir, que pensez-vous de cet adage populaire qui dit entreprendre avec 0 francs? C'est possible? Bon, en fait, il faut entendre sur ce concept entreprendre avec 0 francs, c'est que on peut parfois lancer l'entrepreneuriat sans aller emprunter de l'argent au guichet de la banque. Mais ça vous coûte quand même votre intelligence, ce n'est pas 0 francs. Et vous savez, la propriété intellectuelle, elle n'est pas évaluable facilement. Ça vous coûte quand même un déplacement. Donc, quand on dit 0 francs, on veut parler en termes d'unité monétaire physique, mais ça ne veut dire pas que c'est de nulle part. Lancer un exercice d'entrepreneuriat, ça va coûter quelque chose, certainement. Mais ça peut coûter parfois quelque chose d'immatériel. Parce que j'ai la connaissance et que je m'assieds avec Irène pour lui enseigner quelque chose et puis elle me paye. En venant pour vous enseigner, je ne sors pas de l'argent pour peut-être venir vous dire que j'ai payé la craie ou je viens, je m'assieds et puis je vous partage la connaissance sans que ça me coûte 0 francs en termes d'unité monétaire. Mais ça m'a coûté du temps. Ça m'a coûté quand même de pouvoir revenir à mes connaissances. Ça m'a coûté de la discipline de m'asseoir et de vous enseigner. Donc, voilà un peu. Quand on parle avec 0 francs, c'est beaucoup plus relativement en relation avec aller chercher de l'argent, aller emprunter, aller s'endetter. Mais dites-vous bien que l'apport en industrie ou le savoir, c'est déjà quelque chose qui coûte énormément. Voilà. D'accord. Merci à vous, chers leaders, d'être passés. Merci beaucoup. Merci pour cette motivamine. On va demander à la réalisation de vous accompagner avec une petite capsule avant de revenir donc, pour conclure cette émission.
Et voilà, nous arrivons à la fin de ce 3e numéro qui a été très riche. Nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la non-violence, nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Et nous arrivons donc à la fin de cette émission. Voilà, en ce 2 octobre, nous célébrons la paix, la tolérance et la force du dialogue. Que cette journée nous inspire à poser des actes d'amour, de respect et d'unité dans nos foyers, dans notre communauté, dans nos lieux de travail, un peu partout que nous nous trouvons. Il faut s'aimer la paix. Sur ce, nous vous disons donc merci pour votre fidélité à cette émission. Et puis voilà, on se retrouve demain 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, très bonne journée accompagnée de nos programmes.